Donc, je suis Angélique, je suis coordo du programme Un chez soi d'abord à Bordeaux. Je suis aussi maman d'un petit garçon de 7 ans avec lequel je vis seule. Je fais du chant et je vous dis ça parce que ça compte dans mon quotidien au travail, pas juste ma formation et le poste que j'occupe à Un chez soi. Bonjour, moi je m'appelle Philippe Vallée et je suis médiateur de santé père à Un chez soi d'abord, et je travaille aussi pour le CUID et pour l'ANPA. Et je suis déjà intervenu dans des colloques, mais jamais autant de personnes. Donc c'est gentil d'être venus aussi nombreux nous écouter, mais ça me stresse un peu en fait, un peu beaucoup même. Et je voulais vous demander, là, vu qu'on est assez nombreux, si je peux faire un selfie avec vous. Okay, merci. C'est pour ma mère. J'en vois un peu par là, ils font un peu la gueule. Si vous pouviez faire semblant d'être un peu content d'être là, juste le temps de la photo, ça serait gentil. Merci. Et moi, c'est Léa Garot, je suis en formation à l'IRTS en école pour être éducatrice spécialisée et je viens de finir mon stage sur le chez-soi. Je suis là parce que j'ai du mal à prendre la parole en public et du coup, c'était un de mes objectifs de stage, voilà. Merci aux organisateurs du colloque aujourd'hui de nous avoir proposé de vous parler du Un chez soi d'abord. Un chez soi d'abord, Léa vous en parlera, mais c'est un programme national qui se décline à Bordeaux et au cœur duquel le rétablissement est. On travaille avec comme fond le concept du rétablissement, bien sûr, et on essaie de mettre en œuvre des pratiques qui le soutiennent et qui favorisent les parcours de rétablissement des personnes accompagnées. Mais on essaye aussi d'en vivre les principes en équipe. On essaiera tout à l'heure de vous décliner en quoi ça impacte aussi le travail en équipe. Donc, ce qui était proposé avant aux personnes à la rue, c'était un parcours, comme on dit, en escalier, c'est-à-dire de passer de l'urgence au CHRS, à des appartements thérapeutiques pour pouvoir avoir accès à un logement autonome. Ce qu'on fait sur le chez-soi, c'est qu'on supprime ces étapes et on part du principe qu'il n'y a pas forcément besoin d'évaluation a priori de la capacité à habiter. C'est un peu comme pour apprendre à faire du vélo, c'est plus facile quand on en possède déjà un. Donc c'est un peu pareil pour un appartement. Pour ce dispositif, du coup, il s'adresse à des personnes qui sont en situation de grande précarité, à la rue, avec des troubles psychiques. Il n'y a pas de condition d'arrêt de consommation de substances ni de suivi psychiatrique. Les personnes, elles sont accompagnées par 14 professionnels issus du secteur médico-social et on part du principe que le point de départ, c'est le logement pour faciliter l'accès aux soins, l'inclusion et le mieux-être en général. Le chez-soi, il est piloté par la DIAL. Il y a eu une expérimentation de 4 ans. Et depuis 2018, le dispositif est entré dans le Code d'action sociale et des familles. Là, aujourd'hui, il est en phase de déploiement avec la création de 4 nouveaux sites par an sur la métropole, mais autres aussi, parce qu'il y a un site qui s'est ouvert à La Réunion et en Corse. Il y a d'ailleurs aujourd'hui des collègues des autres sites du chez-soi qui sont dans la salle. Ah, voilà. Donc, pour parler des principes fondamentaux du chez-soi, alors c'est un accès rapide à un logement ordinaire qui est donc un droit fondamental. La primauté du choix de la personne pour fixer les axes d'accompagnement, la fréquence et le lieu et le type de rencontre. Un engagement à accompagner la personne autant que nécessaire, donc il n'y a pas de limitation dans le temps. Un accompagnement qui est orienté vers le rétablissement, avec des stratégies de réduction des risques et des dommages.
et un engagement soutenu mais non coercitif, et une séparation entre la gestion locative et l'accompagnement. Pour ce qui est des critères d'admission, il faut que les personnes, donc, elles soient en itinérance absolue, c'est-à-dire au moins 7 jours à la rue dans l'année écoulée, se trouver en situation régulière sur le territoire, puisqu'il faut qu'elle ait des ressources possibles. Il faut aussi présenter un diagnostic de schizophrénie et avoir des besoins d'accompagnement élevés. Bon, le plus important, c'est que la personne elle souhaite vivre en logement. Après, pour avoir plus d'informations sur les démarches et sur les critères d'admission, on organise régulièrement des rencontres avec les partenaires. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter. Donc le chez-soi, Léa le redisait, c'est un accompagnement soutenu et individualisé, donc qui s'appuie sur l'expertise des personnes accompagnées. Marie Koenig rappelait tout à l'heure l'importance du récit. Les rencontres hebdomadaires au minimum, c'est ce qu'on convient avec les personnes, de se rencontrer une fois par semaine, c'est parfois plus, parfois moins selon ce qu'elles souhaitent, mais sont autant d'occasions de leur proposer de nous parler d'elles et évidemment pas seulement de la pathologie. C'est Philippe qui va prendre la parole, vous déclinez un outil qu'on utilise et qui reprend les principes du rétablissement. C'est un acronyme qui se prononce ESPER. C'est bien trouvé, c'est espoir, soutien, plaidoyer, empowerment et responsabilité. Pour chacun, on va essayer de décliner ce que ça donne pour les personnes accompagnées et pour l'équipe. Alors, j'ai écrit des trucs là pour tous ces termes, mais en fait, c'est chiant. Donc, peut-être je peux, pour que ce soit plus simple pour moi, je vais vous expliquer comment je me suis approprié ces termes d'abord dans ma pratique du rétablissement et ensuite dans ma pratique professionnelle. Donc, le premier mot, c'est espoir. Et pour moi, l'espoir. Moi, mon trouble, c'est un trouble de l'addiction, et j'ai espéré pouvoir me trouver une solution à mon problème, mais je rencontrais pas de personnes qui avaient vraiment trouvé des solutions, qui étaient aussi atteintes que moi, qui avaient trouvé des solutions. Donc pour moi, l'espoir est né quand j'ai rencontré des personnes qui souffraient du même trouble que moi et qui avaient trouvé des solutions. Là, j'ai commencé à croire que c'était possible. Et à partir de là, j'ai entamé tout un tas de choses qui m'ont permis de me rétablir. Et je suis encore en phase de rétablissement, dans un processus de rétablissement. Et c'est ce que j'essaie de générer chez les personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire, je suis là pour leur dire que j'ai trouvé des solutions pour moi et qu'ils peuvent trouver des solutions pour eux, pour leurs troubles à eux. Voilà, on avait un exemple... Oui, on avait un exemple. Alors, ça n'a pas été simple de trouver des exemples pour chaque, parce qu'en fait, ça émaille notre quotidien, et quand on est le nez dans les situations, on ne se rend plus forcément compte de ce qui nous porte pour accompagner. On accompagne un monsieur depuis longtemps, puisque le chez-soi à Bordeaux, c'est depuis officiellement fin 2018, mais on avait un programme avant qui y ressemblait. Ce monsieur vit dans un logement depuis plusieurs années qu'il a détérioré grandement. Lui, il ne s'en plaignait pas tellement de son intérieur, en tout cas, et puis il passait pas beaucoup de temps chez lui. Il fait la manche beaucoup. Ça a généré des frais à plusieurs reprises, et il en aura pour longtemps encore de dettes, a priori. Et il souhaitait déménager. Ça n'a pas été simple pour l'équipe d'imaginer qu'un déménagement allait changer quelque chose. On avait plutôt l'idée que ça allait se reproduire de la même façon dans le prochain. On ne voyait pas trop pourquoi ce serait différent. Et l'espoir, c'est de se dire que même si on ne voit pas a priori quels sont les leviers, qu'est-ce qui va pouvoir changer, c'est de lui proposer malgré tout un changement, de nous ouvrir aussi de nos doutes, mais de ne pas rester dessus. Et il a déménagé il y a 1 mois. On va voir avec lui ce que ça donne. Ensuite, le deuxième terme, c'est soutien. Alors, pour moi, c'est un terme qui est devenu très très vite important dans mon rétablissement. J'ai été soutenu par mes pairs pour entamer mon processus de rétablissement. Et très très vite, moi, j'ai eu besoin de
mettre en situation de soutenir les autres. Très très vite, dans l'association que je fréquentais, je suis intervenu dans les hôpitaux, dans les prisons, et j'ai jamais arrêté de le faire, jusqu'à ce que je finisse par en faire mon métier il y a 2 ans, quoi. Et ce soutien, ça fait partie intégrante de mon rétablissement. Moi, j'ai besoin de ça pour continuer à me rétablir et continuer à avancer. Et pour les personnes qu'on accompagne, on essaie aussi de transmettre ça, de les accompagner à accepter l'aide. C'est pas toujours facile pour des personnes un peu cabossées, et puis des personnes qui ont eu souvent des relations compliquées avec les autres êtres humains. Donc on leur apprend déjà à accepter l'aide, et ensuite on essaie de les mettre dans des situations où eux peuvent devenir une ressource pour les autres. On essaie c'est pas toujours évident, mais de leur enseigner que leur expérience a une valeur et que ça peut avoir une valeur pour les autres. On avait un exemple aussi pour ça, je me souviens plus. Oh, peut-être, oui, mais moi non plus je m'en souviens plus. Mais du coup, là, ce qui me vient, c'est la question de la multiréférence. Parmi les outils du rétablissement que nous on pratique, il y a la multiréférence. On vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais on rencontre toutes les personnes accompagnées. Donc on est une quinzaine dans l'équipe. Et au-delà de ce que ça peut apporter, on y croit fort pour l'accompagnement. C'est aussi très précieux pour l'équipe de pouvoir travailler à 2, de pouvoir partager ce qui est difficile, de pouvoir s'autoriser à dire que aujourd'hui on va pas être celui qui sera le plus porteur d'espoir pour aller rencontrer monsieur Untel, et que donc on va laisser la place à un autre. Et ça, pour nous, c'est du soutien dans l'équipe, et c'est en miroir de ce qu'on propose, enfin de ce qu'on peut apporter aux personnes accompagnées. Ensuite, le terme suivant, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer, pour moi, c'est un terme nouveau dans ma vie, qui est arrivé en même temps que ma démarche professionnelle. Moi, dans mon histoire, en fait, j'ai rejoint des groupes d'entraide qui se revendiquaient anonymes, donc, et qui me garantissaient qu'en les fréquentant, il dirait à personne que je suis concerné par un trouble de l'addiction et que j'aurais pas à l'assumer face à la société. Et si ces groupes existent, c'est parce que c'est compliqué en fait à assumer auprès de la société. Et ça, je commence à l'assumer que depuis que je suis professionnel. C'est pas une démarche facile en fait d'expliquer ça à des collègues, d'expliquer ça devant vous aujourd'hui. C'est pas une démarche facile qu'a eu Pauline ce matin, de parler de son parcours, ou Stéphane Coignon, et ça demande un vrai engagement en fait de se mettre à faire ça. Et mais pour moi, c'est devenu une dimension très importante en fait. Moi, j'ai commencé à faire ce métier pour accompagner des personnes, et je m'aperçois que derrière ça, il y a une vraie nécessité de devenir militant, quoi, pour que les personnes puissent intégrer les systèmes de soins et qu'on puisse entendre leurs paroles au sein des systèmes de soins. Donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là et qui demande un vrai investissement, quoi. Un travail qui évidemment est en cours. On est là aujourd'hui. C'est une façon pour nous de mettre en œuvre cette question du plaidoyer, de venir partager cette journée. On en parlera tout à l'heure dans les outils du rétablissement. Enfin, pour accompagner les parcours de rétablissement, il y a ce qu'on appelle les directives anticipées incitatives en psychiatrie. C'est un outil dont on pourra vous parler à d'autres occasions, et qu'on commence nous à travailler, qui permet aux personnes de pouvoir anticiper une hospitalisation, par exemple, en définissant et en faisant connaître ce qu'elles souhaitent pour une hospitalisation, très précisément, le type de chambre, les sorties, la question du tabac. Un exemple qu'on nous a présenté lorsqu'on nous a parlé des directives anticipées et incitatives en psychiatrie, c'est un monsieur qui disait qu'à chaque fois qu'il était hospitalisé, ce qui le troublait énormément, c'était de ne pas avoir l'heure. Donc il a mis ça dans ses directives anticipées, de pouvoir bénéficier d'une horloge dans sa chambre le jour où il devrait être hospitalisé. Donc ce sont des petites choses, mais qui permettent aux personnes de reprendre le pouvoir, évidemment, mais aussi de dire leurs droits et de les transmettre et de faire circuler le rétablissement jusqu'en hospitalisation sous contrainte parfois.
Et oui, on avait un exemple aussi d'une personne qu'on a accompagnée pour illustrer le plaidoyer. On a accompagné une personne qui consommait du crack tous les jours depuis des années et qui disait avoir trouvé son équilibre dans ce mode de vie. Il consommait du crack et régulièrement il était hospitalisé sous contrainte, et pendant qu'on l'accompagnait il a à nouveau été hospitalisé sous contrainte, et on a été le voir et il nous raconte que à chaque fois qu'il rencontre un nouveau psychiatre, le psychiatre veut amener sa petite touche personnelle à l'édifice et modifier quelque chose. Et lui dit, mais moi, mon traitement, il me convient, je veux pas qu'on le change. Et il était en négociation avec le psychiatre pour conserver son traitement et qu'il ne soit pas modifié. Et nous, on lui a dit qu'en fait, il avait raison, quoi, d'émettre un avis et de dire, ce traitement me convient, je veux le conserver. Et quand on lui a dit ça, il était surpris, en fait. C'est-à-dire qu'apparemment, il n'avait pas l'habitude qu'on prenne en compte son avis, quoi. Et on lui a dit, même si tu as besoin, on peut t'accompagner voir le médecin pour lui expliquer avec toi que ce traitement te convient et que tu n'as pas envie que ça change. Et il nous a pas demandé d'aide pour aller voir le psychiatre, mais pour lui, ça a été important, en fait, de se sentir soutenu dans cette démarche, quoi. Et que tout d'un coup, on lui dise, t'as le choix, en fait. Tu peux choisir ce que tu fais maintenant, quoi. C'est tout pour le plaidoyer. Ouais. Alors, le terme suivant, c'est l'empowerment. Alors, sur l'empowerment, j'avais plein de trucs bien, mais il y a Maxime Lefebvre, là, dans la salle, là, de l'IRTS, que je ne remercie pas, parce qu'il m'a spoilé tout ce que j'avais écrit sur l'empowerment et sur le fait que ce terme a perdu un peu de sa puissance et de son sens. Et donc j'ai pas grand-chose à vous dire sur l'empowerment. Il a tout dit ce matin, quoi. Mais à l'origine, c'était un terme assez puissant, quoi, qui arrive des Noirs américains, des mouvements féministes et de personnes qui ont repris le pouvoir, mais avec force et violence, quoi. Donc voilà, aujourd'hui il est un petit peu détourné de son sens, mais aussi parce que je pense qu'il y a une opposition moins forte entre la psychiatrie en France qu'aux États-Unis, quoi. On avait un exemple sur l'empowerment. On s'est dit que du côté de l'équipe, c'était peut-être important de parler de nous, notre façon de faire. On essaie de travailler sur un mode de management horizontal et qui, du coup, nous amène des responsabilités, mais aussi beaucoup de capacités d'agir. On utilise beaucoup de mots comme ça qu'il faudrait pouvoir décliner, mais on se dit, nous, qu'on est un dispositif apprenant, c'est-à-dire que je vais donner l'exemple de Philippe et de ce dont il parle aujourd'hui et de son expérience, en tout cas ce qu'il a pu nous en dire. Moi, ce sont des choses auxquelles je pense quand je rencontre des personnes en entretien, et je peux donner l'exemple de ce que m'a raconté Philippe et de comment moi je l'ai compris, ce que moi j'en fais, et de proposer à la personne de se l'approprier à sa façon. En tout cas, voilà, on est un dispositif apprenant, et ça aussi, ça nous donne du pouvoir d'agir, pas seulement avec qui on est soi-même, mais aussi avec ce que nous ont apporté nos collègues et les autres personnes accompagnées. Et le dernier mot de cet acronyme, la ESPER, c'est la responsabilité. Alors moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que ma façon de m'approprier ma responsabilité, c'est mes pères qui me l'ont enseigné, m'ont dit, t'es pas responsable de ton trouble, mais t'es responsable de ton rétablissement. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils m'avaient dit ça, moi j'avais pas du tout compris ce truc-là. J'étais responsable de m'organiser pour vivre avec mon trouble, pour changer ce qui était possible de changer, m'accommoder de ce que j'arrivais pas à changer, mais que ça allait pas se faire tout seul, que ça allait nécessiter des efforts, des aménagements et un travail permanent, quoi. Et ce mot responsabilité, il vient aussi très très souvent interroger ma pratique, parce que dans cette démarche de changement, si on parle de le rétablissement c'est une possibilité, mais ça peut pas être une obligation. Donc auprès des personnes que j'accompagne, je suis constamment en train de me demander si elles ont la capacité de changer ou pas. Si elles ont la capacité de changer, c'est intéressant que je les pousse un petit peu et que je les accompagne vers des tentatives de changement. Mais si elles n'ont pas cette capacité et que moi je vais les pousser vers ça, je vais juste les ramener vers d'autres échecs, vers d'autres murs, quoi. Et donc je suis constamment en train de me demander
où en sont les personnes et jusqu'où je peux les accompagner, jusqu'où je peux les encourager à tenter le changement ou pas. Mais en tout cas, dans cette notion de rétablissement, bien sûr, ça peut pas devenir une injonction, c'est juste une possibilité. Et il n'y a que la personne qui peut décider de s'engager là-dessus ou pas. Donc l'idée, c'est de laisser le champ libre et espérer que ça se passe, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, Philippe, il me semble qu'on en parlait, on en a parlé toute la journée, mais le rétablissement, c'est un chemin et dans lequel il y a des essais, des tentatives, des erreurs. Et effectivement, entre savoir à quel moment on propose à la personne de s'appuyer sur sa responsabilité ou est-ce qu'on imagine que là, ça ne va pas être possible pour elle, probablement que nous aussi, au niveau de l'équipe, on essaye et on se plante. Je crois que ce qui est important, c'est de partager à chaque fois avec les personnes qu'on accompagne nos questions. On a déjà eu l'occasion de partager avec toi, Dorothée, la question du déni de la vulnérabilité. Ça nous traverse quotidiennement, mais on essaie de le partager dans ce qui nous paraît une position la plus juste possible avec la personne qu'on accompagne. On parlait ce matin de la question de l'autonomie. Évidemment, il n'y a personne ici qui pense que l'autonomie, c'est faire par soi-même et tout seul. On vit dans une société avec des pères, des gens qu'on croise le matin à la boulangère, etc. L'autonomie, c'est connaître ses forces, connaître ses limites et à qui s'adresser pour être soutenu. Et en tout cas, c'est de cette autonomie-là dont on parle avec les personnes qu'on accompagne. Philippe, alors pas mon Philippe Vallée, médiateur de Santé Père, mais celui qui s'occupe des slides, qu'on remercie au passage. En pratique, alors on a proposé une liste qui est pas la nôtre, qu'on a piquée, je pense, dans un rhizome, si je me souviens bien, puisque l'idée aujourd'hui, c'était d'essayer de vous témoigner au quotidien qu'est-ce que ça peut être de bosser par le prisme du rétablissement et des pratiques orientées rétablissement. Il y en a beaucoup, je ne vais pas vous les lire, il y en a beaucoup que vous reconnaissez sur cette diapo. Je pense que ce qui est important de partager, et on l'a mis, c'est à étayer au gré de nos imaginations. Travailler autour du dans les pratiques orientées rétablissement, c'est faire preuve aussi de créativité. En tout cas, pas se brider dans ce qu'on peut proposer aux personnes accompagnées. Et c'est important de donner du sens, mais parfois aussi, c'est important de donner de la place à l'envie et au désir avec les personnes qu'on rencontre. Il y a un monsieur là avec lequel on va aller jouer au foot. On ne sait pas trop, dans les échanges, dans les discussions avec lui, on a l'impression que on est toujours sur les mêmes sujets et on a choisi là de lui proposer d'être un peu en mouvement. On verra ce que ça donne. Mais il y a quelques années, moi, si on m'avait dit que j'allais proposer comme action professionnelle, c'était d'aller faire un foot avec quelqu'un au jardin public, je ne sais pas si je l'aurais cru. Aujourd'hui, ça me paraît avoir beaucoup de sens. Philippe, merci. On vous a noté quand même si on ne va pas du tout les décliner, d'abord, je pense que, en tout cas moi j'en serais incapable, mais il y a des outils qui existent pour accompagner les processus de rétablissement. Le VRAP, le premier, qui n'est pas un sandwich, qui est un sigle d'un mot anglais, et je vous épargnerai la prononciation, mais peut-être ça donnera envie à certains d'aller voir ce que c'est le VRAP. Le plan de rétablissement, le plan de crise, le plan de rétablissement, on en a parlé un peu ce matin. Le plan de crise, ce sont aussi des questionnaires, des auto-questionnaires qui peuvent être accompagnés, qui visent à proposer à la personne de pouvoir prendre un peu du recul sur ce qui s'est passé dans un moment de crise, pour savoir ce qu'elle pourrait faire de différent la fois d'après, comment elle pourrait être alertée elle-même dans un premier temps, alerter éventuellement les personnes en qui elle a confiance pour essayer de traverser une éventuelle nouvelle crise un peu différemment. La multiréférence aussi est un outil du rétablissement. L'idée, c'est que on propose une boîte à outils et que chacun des professionnels, de par sa formation, mais aussi de par sa façon d'être, peut apporter quelque chose de différent aux personnes qu'on rencontre. Donc on se propose de mettre à disposition nos qualités et nos défauts à disposition des personnes qu'on accompagne. Les directives anticipées, j'en ai parlé tout à l'heure. En tout cas, notre rôle, c'est de donner de l'espace aux personnes qu'on accompagne à faire des expériences
qui seront couronnées de succès pour certaines, d'autres pas, mais qui feront avancer en tout cas. Bon, un petit mot pour la conclusion. J'ai oublié de dire tout à l'heure à propos de Maxime Lefebvre qu'on prépare une formation sur le rétablissement avec l'IRTS. Voilà. Donc la conclusion, pour moi, c'était de vous répéter un peu ce qu'on a entendu, que le rétablissement, c'est un processus de changement qui s'opère au milieu de rencontres, d'expériences, de tentatives, d'échecs, de réussites, mais que le rétablissement, c'est d'abord croire que le rétablissement est possible. Et donc cette croyance, elle doit être portée par les professionnels pour le rendre possible. Donc les professionnels doivent garder à l'idée que le changement est possible. Et c'est pas quelque chose de facile. C'est du rétablissement de l'espace. C'est du rétablissement de l'espace, exactement. Qu'est-ce que je disais croire que le changement est possible. Bon, voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux ajouter à ça? On avait imaginé que tu pourrais partager ce que c'était d'être médiateur de santé pair dans une équipe médico-sociale. Ben, il y a quand j'avais 30 ans, j'étais un toxicomane injecteur en fin de vie. Et aujourd'hui, je vais avoir 47 ans et je suis toujours vivant. J'ai une vie qui vaut la peine d'être vécue. J'ai une famille. Je me suis construit le métier que j'aime, qui me fait du bien. Et je suis reconnu professionnellement pour mon expérience et ma pratique du rétablissement. Et pour moi, c'est important en fait d'avoir rejoint l'équipe de Un Chez Soi d'abord. Je les ai rejoints parce que je savais que en France, c'était les organismes où l'intégration des médiateurs santé pair était le plus abouti. Je voulais comprendre comment ça allait fonctionner. Et je suis intégré au sein de l'équipe au même titre que n'importe quel autre professionnel. J'essaie d'amener mon expérience, ma compréhension de ce que vivent les personnes. J'essaie de traduire ce que vivent les personnes, ou j'essaie de traduire le langage de l'équipe auprès des personnes qu'on accompagne. Je suis un espèce de pont entre les deux. Et je suis une personne qui dit aux personnes qu'on accompagne, moi j'ai été accompagné avant, il y a une quinzaine d'années. Et peut-être que toi aujourd'hui t'accompagnes, mais que dans quelques années tu seras professionnel avec nous, quoi. On n'est pas enfermé là-dedans. On peut changer de catégorie et on peut passer de accompagné à accompagnant. Et donc en gros, je suis là aujourd'hui et je suis présent au sein des équipes pour dire que le rétablissement est possible, quoi, qu'il existe. Voilà.